Donc bonjour à toutes et à tous, la totalité de cette vidéo tournera autour de ce truc-là. C'est un module à ultrasons qui est donc capable de mesurer des distances entre lui et des objets ou lui et des surfaces, et on verra que ça marche beaucoup mieux quand il s'agit de surfaces, donc entre 2 cm et 4,50 m avec une précision indiquée de plus ou moins 3 mm. Donc pas mal de composants sur cette petite carte, mais heureusement pour nous, le tout se termine par seulement 4 broches à raccorder. Donc l'alimentation se fait entre VCC et GND. On a une borne trig qui est en fait une entrée de ce module qui sert en quelque sorte à lui demander de prendre une mesure de distance. Et une fois qu'on a fait une commande sur trig, on va obtenir sur la borne écho une réponse qui va contenir sous une forme bien particulière l'information sur la distance qui a été mesurée. On va en fait avoir sur cette borne écho une tension qui se présente pendant un temps qui est proportionnel à la distance qui a été mesurée. Et donc il faut installer en aval de ce truc-là quelque chose qui soit capable de mesurer précisément des durées d'impulsion et d'en faire quelque chose après. Et typiquement, ce qui est capable de faire ça, c'est un microcontrôleur ou quelque chose qui s'y apparente. La première application qu'on a en principe envie de tenter quand on a ce genre de module à disposition, c'est le télémètre à ultrasons. Donc un montage qui demande vraiment pas beaucoup de composants, puisque ici j'ai juste le module, un afficheur LCD pour traduire et un microcontrôleur. Bon, je ne compte pas les bricoles du style quartz, régulateur de tension et découplage. Et donc là, on a la distance mesurée qui s'affiche entre le module, puisque je me suis placé vraiment le plus précisément possible, et cet objet-là qui est placé perpendiculairement. Non, c'est pas un placement de produit. Voilà, donc là on a 50,1 cm, voilà, donc on est tout à fait dans les clous. Parfois j'arrive à avoir des mesures au millimètre près, mais parfois non. Alors ce module est parfois un petit peu capricieux peut-être. Voilà, là je me place à 40, en essayant d'être vraiment précis, j'ai plutôt, oui, 40. Et là, nous avons du 40.3. Ouais, pas tout à fait parfait, mais quand même pas si mal. Alors, plaçons-nous à 24 mm, 24 cm plutôt, 23,8. Alors, 12. Voilà. Et ça nous fait du 12.2. D'accord. Alors là, on devrait afficher 65 cm. Sans coupure au montage. 64.8, ouais, c'est pas mal du tout. Donc là, oui, là il se débrouille bien aujourd'hui. Il faut dire que dans le cas actuel, on est vraiment dans la situation idéale, parce que l'obstacle que j'ai, c'est une boîte plate avec une surface, oui, plutôt plate, et assez perpendiculaire à la surface du capteur, ce qui donne en principe de meilleurs résultats que d'objets d'autres formes. Et quand l'oscilloscope est branché sur les bornes trig et écho du module, on peut voir un peu plus concrètement ce qui arrive. Donc la courbe bleue qu'on a là, c'est le signal généré par le microcontrôleur et qui est injecté sur la borne trig du module et qui lui demande donc de prendre des mesures de distance. Donc là, on a la fin de l'impulsion puisqu'on est sur le front descendant, et pas très longtemps après, on a en jaune la courbe qui correspond à la borne écho. Alors comme je l'ai dit, sur cette borne écho, on a une tension qui est présente pendant un temps qui est proportionnelle à la distance qui est mesurée par le module. Ensuite, cette tension présente sur la borne écho est injectée dans une des entrées du microcontrôleur, mais pas n'importe laquelle. Cette fois, on utilise une entrée qui donne sur un module CCP, donc un module dont j'utilise la fonction capture et qui permet de faire très précisément des mesures de durée d'impulsion et avec une très grande résolution. Donc avec ça, j'obtiens une information temps extrêmement fiable, et le programme réutilise cette information temps derrière dans un petit calcul pas très compliqué pour retrouver la distance mesurée et l'afficher. Alors ce qu'on peut faire avec ce module par exemple, c'est installer une échelle où on a plusieurs LED alignées comme ceci. Pour l'instant, elles sont toutes allumées, ce qui ressemble à une barre de LED tout à fait classique, mais en fait, avec la branche du programme actuellement utilisée, elles vont surtout être capables de s'allumer et de s'éteindre en fonction de la hauteur à laquelle on viendra placer un obstacle. Alors si vous regardez bien, surtout au niveau de la partie la plus haute, on a des hésitations au niveau des commutations. C'est dû au fait que les mains, c'est une surface assez irrégulière et en plus pas très étendue, donc le capteur se débrouille assez mal avec ça. Si on vient la remplacer par ce livre, vous voyez que ça marche beaucoup mieux. Même si c'est une surface pas parfaitement plate, c'est quand même beaucoup plus régulier, c'est plus étendu aussi, et là, il n'y a plus vraiment d'hésitation.
Alors, le principe de fonctionnement de ce capteur, c'est d'émettre un son inaudible grâce à un des 2 transducteurs qu'on a sur la petite carte, donc un son qui pour le coup fait partie des ultrasons. Ce son donc s'en va vers l'obstacle, il rebondit dessus avant de revenir vers le transducteur récepteur. Et l'électronique qui est associée à la petite carte va être capable de nous fournir une impulsion électrique entre le moment où le son est parti de l'émetteur et le moment où il est revenu sur le récepteur. Et connaissant la vitesse de propagation du son dans l'air, on peut déterminer par la suite, par un petit calcul vraiment pas très compliqué, la distance qui se trouve entre les transducteurs et l'obstacle. Et sachant que le son file à quand même quelque chose comme 340 mètres par seconde, on peut demander au module de faire des mesures à intervalles extrêmement rapprochés, de façon à avoir un résultat qui s'actualise très fréquemment, et ainsi avoir un machin très très réactif. Là vous voyez que ça n'hésite pas, et ça suit vraiment les mouvements on dirait, et je pense que si on regarde un ralenti de vidéo, on ne notera pas la présence d'un ralentissement ou quelque chose comme ça. Et précisons quand même avec cette échelle que... Ça sert à quoi là, ça? Bah c'est évident, on pose la plaque sur le support et puis ensuite avec le capteur et la carte et... C'est bien d'avoir posé la question comme ça en plein milieu de la vidéo. Comme ça je bug devant tout le monde, enfin... Bon, cette fois je vais tâcher de vous présenter un truc qui sert vraiment à quelque chose. Enfin peut-être. En tout cas, on change d'endroit puisque la suite se passe en extérieur et plus précisément en vélo. Alors dans cette configuration, le module est installé à l'arrière de mon porte-bagages, vraiment au ras de la planche pour mesurer ce qui se passe sur mon côté gauche, qui pour vous bien sûr est à droite. Et vous savez peut-être, ça dépend de votre âge à mon avis, que quand un véhicule dépasse un cycliste, il est censé s'écarter d'une certaine distance de lui par sécurité. Et comme le module est en ce moment à l'essai, à l'épreuve, je me suis dit pourquoi pas voir si les gens sont plutôt bons ou pas sur cet aspect-là de la conduite, et en même temps voir si le module est capable de prendre des mesures sur des objets tels que des voitures qui sont rapides avec une forme irrégulière en plus. Et contrairement au simple télémètre où entre guillemets il n'y a rien à faire, là pendant chaque dépassement je vais appuyer sur ce bouton poussoir là, ça commande au programme de mémoriser provisoirement la longueur la plus petite qui a été enregistrée pendant qu'un véhicule dépasse, de façon à avoir un résultat un petit peu plus réaliste. 106, on est en ville là, c'est bien. 125, 123 il me semble. 111, c'était une moto. 179 en ville, c'est bien. 129. Le petit souci dont je viens de me rendre compte, c'est que y a une erreur sur le programme. Normalement, quand je devais appuyer sur le bouton poussoir, l'affichage devait être maintenu encore 3-4 secondes après le dépassement, de façon à avoir parfaitement le temps de lire. Et là, en fait, ça s'en va instantanément, donc je suis un peu embêté. Donc là, on est hors agglomération. Les voitures sont censées s'écarter d'1,50 m minimum. Voyons voir ce que ça donne. « 157, il me semble. 112, 268, 79, c'est pas bien. Ah mais il pouvait pas faire autrement. Bon là au moins la mesure à mon avis elle était fiable parce que, comment dire, il était très lent. C'est dommage que vous puissiez pas être à ma place pour voir la gueule que tirent les gens quand ils me voient passer avec l'installation pour filmer et pour prendre les mesures. L'installation que je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure à la fin de cette séquence. 128. 120. 114. 110. 174. Est-ce qu'on est toujours en ville là? 174, pareil.
Voilà, non mais honnêtement, je suis pas franchement sûr à 100% de tous les résultats que j'ai pu avoir. J'ai quelques petits doutes, mais bon, c'est pas grave. Là, on est en France, on fait le truc à la cool, juste pour savoir, un peu par curiosité. Mais ça se trouve dans des pays un peu plus cinglés comme les USA par exemple, on pourrait avoir des trucs comme ça, homologués, machin et tout, avec des normes et tout, puis pouvoir faire un procès à la personne qui s'est approchée 3 cm trop près de vous ou quelque chose comme ça. Alors c'est un module vraiment pas cher qui coûte à peine dans les 3 €, mais qui a quand même ses points faibles. J'y faisais un petit peu allusion au début. Ça n'a rien à voir avec les systèmes haut de gamme à base de laser où on a vraiment une visée très précise de la surface qui nous intéresse. Là c'est du son qui effectue la mesure et le transducteur qui émet le son, il l'émet avec un angle de 15 degrés de mémoire. Et donc si par exemple on a le module qui est placé comme ceci pour mesurer la distance par rapport à cette surface, si on a malencontreusement un objet qui est là, dans le champ, dans l'angle des 15 degrés du son, et bien ça bien sûr ça va faire un écho qui va revenir bien avant l'écho de cette surface là, et ça va fausser la mesure. Par contre, dans certains cas, le fait que ce soit un son qui participe à la mesure, ça peut au contraire être un avantage parce que le son n'est pas influencé par la transparence ou la brillance des surfaces, et ça autorise la mesure de hauteur de liquide. Ce qui fait qu'on peut installer par exemple ce module-là au bord d'un ruisseau, d'un cours d'eau ou d'une galerie où il passe de l'eau et connaître la hauteur de l'eau. On pourra savoir si on est plutôt proche d'un tarissement ou au contraire proche de l'inondation. Et puis avec un programme un peu plus étendu, on pourra par exemple commander l'ouverture de vannes ou le déplacement de clapets, ce genre de trucs, pour faire dévier de l'eau dans certains endroits ou ce genre de choses. Et dans le cas d'une cuve dont la surface et la profondeur sont parfaitement connues, avec le module installé là, on pourra demander au programme qui se trouve derrière de calculer le volume contenu dedans, ce qui sera d'autant plus facile si la surface est constante en fonction de la hauteur. Et puis par la suite, on pourra demander au programme de calculer des débits, des consommations, et on pourra savoir éventuellement si la cuve se vide ou se remplit. Alors après un changement, il faut bien sûr attendre que la surface soit totalement calme pour que les mesures qui vont être prises soient de nouveau cohérentes. Sinon, sur les surfaces inclinées, ça marche pas très bien non plus, et si la surface est vraiment trop inclinée, eh ben, le son pourra carrément plus revenir vers le récepteur et à ce moment-là, il n'y aura pas de mesure. Mais on peut quand même envisager d'installer ce truc-là éventuellement sur une perceuse pour indiquer en temps réel l'avancement de la profondeur sur un percement. Donc là, le module est juste ici. Ensuite, on plaque la perceuse contre la surface à percer. On appuie sur ce bouton pour initialiser le programme. Ça affiche normalement 0 puisque le percement n'a pas commencé. Alors ce qui se passe en fait quand on appuie, c'est que le programme enregistre la longueur initialement existante entre le module et la surface. Après ça, on peut commencer à percer. Et on a la profondeur qui s'affiche, qui est simplement le résultat de la soustraction entre la longueur initialement enregistrée et la longueur existante en temps réel au fur et à mesure de l'avancement du percement entre le module et la surface. Et j'en ai fini avec cette vidéo qui n'aura pas été facile à enregistrer.